Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Alors, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui, d'autant plus que je suis avec un invité de marque qui n'est autre que Goulven Tristan et aujourd'hui, on va parler mindset. Goulven, bonsoir, merci d'être parmi nous. Ouais, bah salut Elodie, merci à toi de me recevoir pour cette interview, pour ce témoignage. Yes. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas en quelques mots, rapidement, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu fais actuellement et tout ça? Bah, rapidement, donc pour celles et ceux qui me découvriraient, donc moi c'est Goulven Tristan, j'ai 37 ans, donc je suis pompier de profession, enfin en tout cas je l'ai été, j'ai fait 11 ans à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. J'ai arrêté les pompiers de Paris en avril 2016, donc il y a un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, je suis toujours pompier, j'ai toujours gardé, on va dire, une activité de pompier volontaire, parce que voilà, j'ai pas voulu me séparer de cette grande famille. Donc je suis toujours pompier volontaire dans les Yvelines à Plaisir, où là c'est vraiment pour le fun, où je prends quoi, je prends peut-être deux gardes par mois. Et le reste du temps, donc après à côté de ça, j'ai deux casquettes. Une première casquette sur l'immobilier, voilà, où tu m'as connu à travers mes investissements immobiliers, à travers mon livre. Donc j'ai écrit un livre qui est devenu best-seller, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros aux éditions Maxima. Donc ça, c'est pour la casquette entrepreneuriat. Et pour la casquette sport, donc en 2016, j'ai été champion du monde d'ultra triathlon. Yes, tout à fait. Ce qui est déjà un très très beau parcours également. Et dans ton livre justement, que je vous recommande vivement, tu expliques en fait que tu t'es lancé dans l'investissement immobilier alors que tu n'y connaissais rien. Est-ce que à la base tu avais des craintes, des peurs? Et comment est-ce que tu as réussi justement à te lancer dans quelque chose que tu ne connaissais pas et qui était totalement inconnu pour toi? Non, non, il y a eu zéro crainte, zéro peur. D'ailleurs, c'est que c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre chez certaines personnes, les craintes et les peurs. Moi, j'ai mis le pied à l'étrier de l'investissement immobilier, tout simplement comme l'ont mis mes parents. À un moment donné, il fallait que je me loge, hein. J'avais réussi mon concours chez les pompiers de Paris, donc il fallait que je me loge. La question, c'était est-ce que j'accède à la propriété ou est-ce que je prends une location? Ça, c'était vraiment le dilemme par rapport à mon âge. Je crois que j'avais 23 ou 24 ans. Bon, j'étais un peu naïf, un peu insouciant, peut-être pas forcément très mature non plus. Donc, moi, j'ai demandé un peu conseil à mes parents. Mes parents, ils me voyaient pas trop propriétaire. Qui dit propriétaire, c'est vrai, c'est de suite une grosse somme d'argent. C'est souvent l'achat d'une vie. Donc, ça peut faire un peu peur, surtout quand on voit son fils, qui se cherche encore un peu. Donc, moi, j'ai quand même plus opté je pensais que c'était une manière plus intelligente d'acheter que de louer. Donc, c'est comme ça, j'ai acheté ma première résidence principale, tout simplement. Avec du bon sens, une attitude. J'ai été voir le banquier, je lui ai exposé ma situation, combien je gagnais chez les pompiers de Paris, connaître l'enveloppe de ce qui me serait alloué pour pour pouvoir investir. Mon enveloppe, c'était 80-90 000 euros. J'ai cherché dans un secteur où je voulais habiter, c'est-à-dire en région parisienne. Et là, j'ai trouvé un studio à 76 000 euros. Donc pour moi, ça m'allait très bien. Et fallait pas me parler de rentabilité parce que ce mot rentabilité, je sais même pas ce que c'était. Faire de l'investissement locatif, j'y connaissais, je savais pas ce que ça veut dire non plus. Moi, c'était ma résidence principale. J'étais vraiment déjà très fier d'accéder à ma résidence principale. Et après, après la suite, c'est parti. Après, c'est parti, mais plus tard. Ok. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on va prendre la question dans l'autre sens. Si tu n'as pas eu de peur et pas eu de crainte, à quoi c'est dû selon toi? C'est dû à… Moi, je vois pas trop les craintes et les peurs, même dans moi qui accompagne beaucoup de gens dans l'immobilier. Je ressens pas forcément beaucoup de crainte chez les gens pour l'achat d'une résidence principale. Moi aussi, j'ai plus l'habitude de suivre des gens qui veulent se constituer un patrimoine immobilier, donc qui veulent faire de l'investissement locatif, acheter 2, 3, 5, 10, même beaucoup plus de biens immobiliers. Donc là, je vois plus là des gens qui ont un projet, mais qui savent pas forcément comment le mettre en place, qui ont des peurs et compagnie. Mais après, pour vraiment répondre à ta question, les peurs, c'est quoi? Les peurs, d'où elles viennent? Elles viennent de la société, les peurs. Les peurs, elles viennent des médias, elles viennent de la télévision, elles viennent de notre entourage, de notre famille, de nos proches. C'est ce qui reflète l'immobilier aussi, reflète une somme à 5, 6 chiffres, reflète l'investissement d'une vie. Donc ça fait peur et c'est souvent notre entourage, cette épigénétique qu'on fréquente qui nous amène ces peurs. Mais à contrario, si vous fréquentez des gens, si dans votre entourage vous avez que des gens qui investissent, qui achètent 2, 3, 5, 10 appartements, que vous allez régulièrement
à des networking, séminaires, mastermind, conférences et compagnie, bah, ces peurs, elles vont diminuer parce que vous aurez un épigénétique autour de vous, vous serez entouré que de personnes qui investissent. Donc, ce sera un acte qui vous paraîtra normal. Mais si c'est sûr que dans votre entourage, personne n'investit, tout le monde est locataire, personne ne parle d'investissement locatif et compagnie, et que vous commencez à avoir cette petite flamme en vous de vouloir faire ça, mais qu'autour de vous, personne ne le fait, ben vous allez vous dire, ouais, si personne ne le fait, c'est peut-être que c'est risqué, c'est peut-être que c'est dangereux, peut-être que ça se fait pas comme ça, et c'est là où les peurs vont grandir. Ok, donc tu dirais qu'on pourrait prendre ça comme un premier conseil justement pour quelqu'un qui souhaite se lancer mais qui a certaines craintes, mais ce serait donc d'avoir un bon entourage. Qu'est-ce que tu pourrais donner d'autre comme conseil aux personnes qui souhaiteraient se lancer mais qui malgré tout, il y a quand même des peurs un peu irrationnelles, la peur de la vacance locative, des loyers impayés, la dégradation ou autre? Bah, les deux règles d'or, c'est son entourage. Tu l'as dit, c'est ce que je viens de dire, c'est son entourage. C'est voilà, avoir un épigénétique qui va faire, donc l'épigénétique, grosso modo, c'est, voilà, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Donc, c'est avoir un entourage favorable. Ça, c'est la règle 1. La règle 2, c'est la formation. Il n'y a pas de secret. C'est se former, se former, se former. Il faut bien prendre conscience. Je veux dire que l'être humain, on est une action. On est une action. Donc, il faut investir sur nous-mêmes. Plus vous allez investir sur vous, plus vous allez, entre guillemets, péter les scores. Ah, il y a pas de secret. C'est pas en investissant 10 000 euros dans une voiture que vous allez progresser intellectuellement parlant ou mentalement parlant. Une voiture, ça va rien vous apporter. Mais aujourd'hui, je prends souvent l'exemple de la voiture parce que c'est ce qui a appauvri l'être humain aujourd'hui. La voiture, tout le monde cherche à acheter une voiture, mais l'être humain ne sait même pas au final pourquoi il achète une voiture. Et si je dis ça, parce que j'étais dans cette situation-là où à un moment donné, chez les pompiers, voilà, on voit souvent des belles voitures chez les pompiers. C'est souvent un discours chez la jante masculine qui revient souvent, les voitures, ceci, cela. Et à force de côtoyer cette épigénétique, à un moment donné, je me suis laissé bercer par ces discours-là et j'ai moi-même dépensé de grosses sommes à mes yeux dans les voitures, alors que j'en avais même pas besoin au final. Et au final, c'est là qu'avec un peu de recul, avec une autre intelligence, j'ai vu toutes les erreurs que j'ai pu faire parce que j'ai su me mettre sur stop, j'ai su aussi analyser ma vie, analyser toutes les erreurs que j'ai faites, analyser mon passé. Et aujourd'hui, ouais, je vois toutes les erreurs que font les gens et les voitures font partie de cette principale erreur. Donc, c'est se former, investir sur nous et surtout passer à l'action. Parce qu'il y en a trop encore qui ont compris qu'il fallait se former, mais qui passent pas à l'action. Et l'une des plus belles citations que j'aime dire, c'est la connaissance sans l'action, c'est pas la connaissance. Vous pourrez avoir toutes les connaissances du monde. Si demain vous passez pas à l'action, vos connaissances, elles servent à rien du tout. Moi, pour en revenir à mes débuts, quand j'ai acheté mon premier bien immobilier, j'avais zéro connaissance en immobilier. Il y en avait sûrement d'autres, même quand j'ai eu 3, 5, 10 appartements, des connaissances, que j'ai fait ça très rapidement. J'avais pas toutes les connaissances du monde. J'étais même loin d'être le meilleur dans l'immobilier. Mais je passe à l'action. Donc, j'étais bien meilleur qu'une personne qui avait toutes les connaissances du monde dans l'immobilier. Et c'est ça que je trouve regrettable chez l'être humain, c'est qu'il ne passe pas suffisamment à l'action. Et après, on va encore revenir sur la peur, sur plein de choses. Super. Justement, donc tu parles ici que quand tu as commencé, tu n'avais pas non plus toutes les connaissances que tu avais maintenant, forcément. Et à un moment dans ton livre, tu expliques que tu as eu des grosses difficultés parce que tu t'es retrouvé avec des gros travaux prévus dans tes copropriétés et que c'était assez difficile au niveau de la trésorerie. Comment est-ce que justement, à ce moment-là, tu as réussi à faire face à tout ça et à trouver les ressources en toi pour arriver à gérer ça et à te sortir de cette situation? Les ressources pour faire face à ça, en fait, elles se sont faites sans même que je le calcule. C'est-à-dire qu'elles se sont faites lorsque j'ai signé mes premiers biens chez le notaire. Parce que malgré que j'y connaissais pas grand-chose en immobilier, quelque chose qui m'était logique, c'est qu'il fallait que j'achète en dessous le prix du marché. Et ça, le prix du marché, il n'y a pas besoin de s'y connaître dans l'immobilier. Il suffit de se renseigner, d'aller voir des agences immobilières. Et avec toutes les applications qu'il peut y avoir maintenant sur Internet, il y a plus de grosses excuses par rapport à ça. Donc, je savais que mes problèmes, si je me trompe pas, ils sont arrivés à la fin de ma 13e ou 14e acquisition. Et toutes les acquisitions que j'ai faites, je savais que dès que je sortais chez le notaire, dès qu'après la signature d'un acte authentique, je savais que derrière, il y avait déjà une plus-value. Je savais que je faisais une plus-value. Et donc, j'étais pas du tout inquiet. Les problèmes sont arrivés. Oui, ça m'a fait chier. Oui, ça a été quand même dur
à surmonter parce que c'était mes premiers gros problèmes. Surtout qu'immobilier, j'avais pas que ça à gérer. J'avais aussi les pompiers de Paris à gérer. J'avais les pompiers volontaires. J'avais le sport, ma vie privée. Enfin, j'avais toute une multitude de choses à gérer. Et ces premiers 14 000 euros, si je me trompe pas, à payer, alors que je m'y attendais pas, ouais, ça a été très compliqué. Donc en fait, bah, mais pas de panique. Voilà, enfin, il y a eu de la panique pendant quelques jours, peut-être même quelques semaines. À un moment donné, bah, je me suis posé, je me suis mis sur off, j'ai analysé la situation et je me suis dit de toute manière, il faut vendre. Donc j'ai vendu, bah, j'essaie de vendre le plus intelligemment possible pour justement bah, récupérer déjà le capital que j'avais amorti, encaisser les plus-values. Et je me suis dit, bah après, j'ai vu ça en fait comme une opportunité, parce que si j'avais pas eu entre guillemets ces problèmes-là, bah j'aurais peut-être pas pris le temps de me poser, d'analyser ma situation, et peut-être que j'aurais continué à investir en des studios en copro, studios en copro et compagnie. Que là, ce problème-là, bah, il m'a permis de faire un pas, de faire quelques pas en arrière, de me reconstituer une trésorerie et de cette trésorerie la réinvestir, mais plus intelligemment, c'est-à-dire dans des immeubles de rapport. Donc en fait, toutes les mauvaises choses, bah, faut essayer de les transformer en bonnes choses, quoi. C'est ça. Donc, tu as changé ton regard sur la chose et en fait, tu as vu ça comme une super opportunité plutôt que quelque chose Ouais, d'horrible, voilà, ouais. mais qui Ouais, tombe. c'est cool. Mhm. Tant mieux, tant mieux. Avec du recul, maintenant, ouais, ces erreurs-là, ouais, je suis content de les avoir faites. Enfin, après, mais c'est pas forcément des erreurs. Enfin, en tout cas, ouais, je suis content d'avoir eu ces problèmes-là. Et avec du recul, bah, je vois que ça m'a aidé à prendre davantage confiance en moi et ça m'a surtout aidé à grandir. Ok. Et tu répètes souvent que tout est possible et c'est quelque chose que je partage aussi totalement. Pour aller plus loin dans cette idée, quel est pour toi l'état d'esprit à adopter quand on souhaite réussir tous ces projets? Est-ce qu'on pourrait même dire qu'il existerait, je ne sais pas moi, une formule magique qui, mis bout à bout, permettrait justement d'avoir vraiment un état d'esprit de guerrier et pour arriver vraiment au bout de tous ces projets? Bah, il y a pas forcément de besoin d'avoir un état d'esprit de guerrier pour commencer. C'est vraiment tout ce que j'ai fait. C'est du bon sens. C'est déjà du bon sens. C'est commencer, peu importe votre projet, qu'il soit dans l'immobilier ou dans le sport ou enfin peu importe votre projet, c'est de le commencer par une introduction commencer votre projet par une introduction, c'est-à-dire que moi, je vois encore trop de gens venir me voir, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, qui viennent me voir et qui me disent, moi, tu sais, Goulven, moi, j'aimerais investir, j'aimerais faire ceci, cela, mais je peux pas le faire. Et je fais, mais pourquoi tu peux pas le faire? Bah, je fais je peux pas emprunter. Et je fais, ok, d'accord. Mais as été voir le banquier, t'as commencé à faire des démarches pour me dire que tu peux pas le faire, parce que ça me paraît bizarre que tu puisses pas le faire quand même, sous ta situation. Bon, ok, tu roules pas sur l'or, mais ta situation, elle me paraît pas non plus catastrophique pour que tu puisses me dire, à moi, je peux pas le faire. Il me fait, non, j'ai pas été voir le banquier, mais je peux pas le faire. Et en fait, moi, il y a une personne qui te dit ça, après une deuxième, une troisième, avec maintenant avec tout le recul que j'ai dans l'immobilier, toutes les personnes que je fréquente, il y en a plus d'une centaine qui m'ont dit ça. Et là, à un moment donné, c'est moi qui prends un peu de recul et qui me pose une question, enfin qui essaye d'analyser le pourquoi du comment de cette réaction de l'être humain. Et je me dis en fait, c'est la société, quoi. Je me dis que la société, en fait, elle est tellement puissante niveau marketing, niveau média, les journaux, les informations, les proches, les parents, les ceci, enfin tout ce que vous voulez, que je me dis qu'en fait, à un moment donné, en fait, c'est la société qui prend le pouvoir sur vous. C'est la société qui vous contrôle. Vous n'êtes même plus en mesure, c'est la société qui fait les choix pour vous. Et dans le sport, c'est pareil. Il y a des gens, quoique le sport, c'est un peu comme l'immobilier, ça commence à se démocratiser de plus en plus, parce que comme l'immobilier, bon, il y a de plus en plus d'émissions à la télévision, il y en a de plus en plus qui investissent. Sur Internet, on trouve de plus en plus de formations, des vidéos sur YouTube et compagnie. Donc, ça se démocratise de plus en plus. Dans le sport, c'est pareil. Mais dans le sport, il y en a encore trop qui viennent me voir en me disant, tu sais, moi, je voudrais faire un semi-marathon ou un marathon, c'est pas possible. Ou ce qui me fait le plus rire, c'est de voir quand je vais en ville, quand je me promène en ville, que je vois des joggers passer, enfin des gens faire le sport. Moi, chaque fois, je m'amuse à regarder comment ils sont habillés. Et ça m'éclate. À chaque fois, il n'y en a pas un. Ils ont tous au moins 1000 euros sur eux. Ils ont la dernière montre au poignet, le camelback, les chaussures qui coûtent 200 euros. Enfin, ils sont équipés. Waouh, et ça me fait rire parce que là, c'est là que je vois la puissance du marketing et je me dis en fait que l'être humain, bah, s'il n'a pas tout ça, il peut pas passer à l'action. Et il y a tellement d'êtres humains qui seraient capables de faire un semi-marathon ou un marathon, mais en fait qui s'en privent à cause de la société. Et aujourd'hui, donc il n'y a pas besoin d'avoir un état d'esprit de guerrier, c'est avoir une bonne attitude, c'est tout simplement avoir une bonne attitude, se dire j'ai envie de faire quelque chose, ok,
je vais commencer par l'introduction. Je vais voir si ça m'anime, si ça me plaît. Je vais commencer par voir ce que ça donne et après on verra. Et voilà. Et après, il y a aussi, pour compléter ta question, ou peut-être que ça viendra de notre question, mais il y a trop de personnes qui trouvent des excuses. Il y a trop de personnes, ouais, j'ai pas le temps, j'ai une famille, j'ai des enfants, ma grand-mère elle m'a dit ça, je suis pas assez riche, je gagne pas assez d'argent, ceci, cela. Il y a une question que je dis à chaque fois, que j'ai envie de vous dire, celles et vous qui m'écoutez, c'est à combien de reprises les excuses vous ont permis de réaliser un projet, ou à combien de reprises les excuses vous ont permis de vous rapprocher de la personne que vous voulez devenir. La réponse, c'est jamais, c'est zéro. Donc, à quoi ça sert de trouver des excuses? Les excuses, ça sert strictement à rien. Et le petit exercice que j'aime bien faire, c'est vous aider en fait à reprogrammer votre cerveau en 5 minutes avec un petit jeu. Voilà, c'est vraiment très facile, c'est très simple. C'est que pour vous expliquer comment fonctionne le cerveau, le cerveau, que vous soyez un guerrier ou non, il va toujours au plus facile. Il va toujours d'un point A à un point B. Il recherche toujours la facilité, le cerveau. Et que ce soit qu'on parle pour le plus bête ou qu'on parle pour du Einstein, le cerveau, il va toujours au plus facile, au plus logique. Donc jusque-là, voilà, vous me suivez, jusque-là, c'est accessible à tout le monde. Et en fait, quand vous êtes face à quand vous êtes face à une problématique, au lieu de trouver des excuses, donc déjà qui vont servir à rien, puisque je viens de vous le dire, il va falloir jouer un petit jeu. Vous jouez un petit jeu avec vous, et le petit jeu, ça va être de trouver des petites solutions. Déjà, il va falloir savoir analyser vos excuses. Voilà, vous prendre conscience que vous êtes en train de trouver une excuse, vous mettre sur stop, vous dire attends, là je suis en train de dire de la merde, là je suis en train de me trouver des excuses. Ça va pas m'aider à me rapprocher de mon projet, ou ça va pas m'aider à solutionner cette problématique. Donc ça sert à rien que je continue sur cette voie-là. Donc je vais essayer de trouver des petites solutions, mais même s'ils sont toutes petites, peut-être que par rapport à la problématique du moment, le fait de s'amuser à ce jeu-là, les solutions viendront en quelques secondes, en quelques minutes, en quelques heures. Peut-être que le problème sera plus important, donc ça mettra un jour, une semaine, un mois, mais peu importe, il faut trouver des solutions. Et en fait, sans vous en apercevoir, votre cerveau, vous allez commencer à le reprogrammer. À force de trouver des solutions, des toutes petites, c'est ce qui va faire avancer la locomotive. Et votre cerveau, en fait, à force de le faire réfléchir, à trouver des solutions, à un moment donné, alors ça prendra pas quelques jours ni quelques semaines, hein, des problèmes, on en rencontre tous les jours, donc c'est un exercice qu'on est capable de faire au moins tous les jours. Et à force de le faire, ça prendra peut-être 6 mois, 1 an, selon votre vie, selon les différentes problématiques que vous allez trouver. Et à un moment donné, votre cerveau, vous l'aurez tellement reprogrammé à cette nouvelle gymnastique qu'il sera incapable de trouver des excuses. Il ne saura plus faire. Parce que vous l'aurez entraîné comme une personne qui va aller en Angleterre pour 6 mois, 1 an, pour apprendre à parler l'anglais couramment, va trouver des solutions au quotidien. Ça va être exactement la même chose. Et votre cerveau, face à une problématique, il ne saura plus trouver des excuses. Parce que lui, trouver des excuses, ça vous demandera de réfléchir à trouver quelque chose de mytho. Et moi, quand je suis face à une problématique, c'est de suite mon cerveau, il se met en marche solution, parce que c'est comme ça que je l'éduque, c'est comme ça que je l'entraîne, et c'est ce qui me permet de continuer d'avancer. Et par rapport à tout ce que j'ai fait, posez-vous la question. Voilà, moi j'avais un salaire de pompier, 1750 € par mois. Des excuses, j'avais juste à me baisser pour les ramasser, pour me dire mon projet d'acheter 25 appartements, c'est pas possible. Quand j'ai eu 30 ans et que je me suis lancé dans le triathlon, puis à 35 ans, je me suis lancé dans l'ultra triathlon, des excuses, j'avais juste à me baisser pour en ramasser des sacs entiers et me dire, non, mais devenir champion du monde de l'ultra triathlon, Goulven, tu sais même pas nager, tu n'as même pas de vélo, tu n'y arriveras jamais. Je sais pas fonctionner comme ça. Je sais même pas, enfin, je sais pas faire. Voilà. Donc, j'ai trouvé des solutions. J'ai changé quelque chose dans ma vie. Voilà. C'est quelque chose aussi. C'est un projet qui me prenait aux tripes. Et voilà. Donc, voilà pour répondre à la globalité en long, en large, en travers à ta question, Elodie. Bah super, bon bah écoute, maintenant je pense qu'on sait tous quoi faire, plus d'excuses, on va faire cet exercice pour entraîner notre cerveau à fonctionner en mode solution. Est-ce que tu dirais, pour aller plus loin, que tu as dû développer certains traits de caractère ou certaines compétences pour aller jusqu'au bout de tes projets immobiliers? Les traits de caractère et les compétences, il y en a principalement deux. Celle que je viens de dire dans la question précédente, c'est les excuses, arrêter les excuses. Et la deuxième, c'est s'interdire l'abandon. Voilà, moi je m'interdis l'abandon, enfin notamment dans le sport. Alors c'est sûr que si demain je me casse une jambe, bon, je suis pas idiot, hein, si le corps, je suis à l'écoute de mon corps aussi, j'arrêterai. Hein. Après voilà, ça demande aussi un peu de réflexion. Mais je vois tellement de personnes dans le sport abandonner. Quand je vois les stats, je sais pas, du marathon de Paris, j'ai fait des marathons en général, j'en ai fait plus d'une dizaine. Quand je vois les stats d'abandon,
Et quand je vois moi-même de mes yeux les gens abandonner, et il y en a qui abandonnent, mais je me demande pourquoi. Et, euh, et voilà, quoi. Ça pourrait tellement diminuer ce taux d'échec ou ce taux d'abandon. En fait, pourquoi ne pas abandonner? Parce qu'il faut comprendre, encore une fois, on est dans la psychologie du cerveau. C'est que si vous abandonnez, bah, vous allez éduquer votre cerveau à abandonner. Moi, je me rappelle d'une course, c'était au Mexique, c'était un DK Ironman, donc c'était un Ironman tous les jours pendant 10 jours. Et j'étais très mal rentré dans la course, parce que je m'étais quasiment pas préparé pour cette course, mais j'avais envie de la faire, j'avais envie de découvrir ça. Et au bout du 2 ou 3e jour, j'étais à bout. Voilà, j'étais à bout, j'en pouvais plus. En plus, moi, je suis un gros dormeur, je dormais quasiment plus. Mon cerveau, il avait qu'une seule envie. Il me rappelait tous les jours pendant les courses. Et on arrête, on arrête. Et il me faisait visualiser l'après de la course. Ouais, je me suis dit que voilà, si j'allais arrêter, bah, j'allais pouvoir me faire une nuit de 10 heures, 12 heures, ça allait être juste magnifique. Sauf que mon cerveau, je l'ai pas écouté et j'ai continué. J'ai essayé de trouver des solutions pour continuer malgré toute la fatigue que j'avais. Mais le truc qui se serait passé si j'avais arrêté, c'est que la course d'après, bah, à la première difficulté, mon cerveau, je lui aurais fait goûter cet abandon. Je lui aurais fait goûter le fait d'arrêter et d'aller dormir, d'aller retrouver cette zone de confort. Et du coup, mon cerveau, il en aurait pris goût. Il me l'aurait rappelé à toutes les courses, à toutes les difficultés que j'aurais rencontrées. Il m'aurait dit, viens, on arrête. Rappelle-toi la dernière fois que tu m'as fait arrêter. Qu'est-ce que c'était bon après. On était cool, on pouvait dormir, on pouvait manger comme on voulait. C'était cool. Donc voilà, abandonner, on peut abandonner, c'est pas une honte d'abandonner, mais parfois ça sert à rien. Ça vaut mieux abandonner que d'essayer. Je sais pas, il y a une citation avec un bateau, je sais plus ce que c'est la citation. Ça sert à rien de continuer avec un bateau, enfin un bateau qui coule, ça sert à rien d'essayer d'évacuer l'eau avec un seau. Voilà, faut changer de navire à un moment donné. Mais voilà, faut abandonner pour de bonnes raisons. Faut abandonner ou sinon apprendre à réorienter ses voiles aussi. Voilà, à changer de direction, à aller sur un autre projet, mais voilà, faut pas abandonner pour abandonner parce que c'est dur. De toute manière, la vie, sans rien faire, la vie est pas facile, elle est pas évidente. Enfin, elle est cool quand même, la vie. Hein. Mais voilà, donc voilà, c'est les excuses et l'abandon, voilà, qui forme un caractère et surtout le fait de passer à l'action. Parce que ne pas vouloir les excuses, ne pas abandonner, bah, tout ça, c'est lié au fait d'être passé à l'action. Une personne qui passera jamais à l'action va se protéger indirectement de tout ça. Donc, n'aura pas connaissance de tout ça, donc ne va pas grandir aussi à travers tout ça. Donc, voilà ce qui m'a forgé aussi un peu mon caractère. C'est toutes les expériences qui ont été liées à l'immobilier, qui ont été liées au sport. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu entreprendre, toutes les claques que je me suis pris dans la gueule. Aujourd'hui, c'est ce qui m'a aidé à grandir. Super, merci. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter ou un mot de la fin que tu souhaiterais nous partager? Une anecdote, tu la voudrais sur quoi l'anecdote? Sur Ce que tu veux. à travers quel message une anecdote pour quel message? Quelque chose en rapport à l'immobilier, quelque chose qui t'est arrivé d'atypique qui pourrait faire sourire nos auditeurs ou un mot de la fin que tu as envie vraiment un message fort sur lequel tu aimerais conclure, comme tu veux. Non, plutôt ouais, une anecdote là. Bon, j'ai pas forcément d'anecdote qui me viennent en tête. Enfin, j'en ai tellement eu, mais une anecdote qui pourrait être enrichissante là maintenant tout de suite, non, ça me vient pas forcément. Mais plutôt le mot de la fin, c'est voilà, si vous avez un projet, quel qu'il soit, réalisez-le. Voilà, réalisez-le. Que vous fassiez rien ou que vous passiez à l'action ou non, de toute manière, vous serez. La vie est faite de plein de problèmes, de plein d'imprévus, de plein de soucis. Donc même si vous ne passez pas à l'action, vous allez rencontrer des soucis. Et, euh, et c'est vraiment, c'est tellement enrichissant tout ce que j'ai pu apprendre de l'entrepreneuriat. J'ai fait des choix forts aussi à un moment donné, comme d'autres ont pu le faire. Mais c'est ces choix forts qui m'ont permis de vivre ma vie. Voilà, si certains d'entre vous, je sais pas, ont peur de quitter un travail pour se lancer à leur compte ou pour vivre un rêve, un projet, voilà, dites-vous bien que du travail, vous en retrouverez. Voilà, on est dans des pays civilisés où du travail, c'est pas ce qui manque pour ceux en tout cas qui veulent se donner les moyens d'en trouver. Et ça vaut vraiment le coup parfois de tout arrêter, de tout plaquer pour vivre son projet et vivre son projet. Et moi aujourd'hui, je vais quand même rebondir sur une anecdote parce qu'il y en a une qui me vient dans la tête et qui va être enrichissante. C'est par rapport à mon titre de champion du monde d'ultra triathlon. J'avais 30 ans, j'avais 30 ans et donc c'était en 2011. C'était en 2011 et
Donc, je faisais déjà pas mal de sport, du trail, de l'ultra-trail, des courses en montagne et tout. Et donc, je côtoyais donc un épigénétique de sportifs, de gens qui aimaient se dépasser, d'aller défier leurs limites, les challenges et compagnie. Et pareil, il y a un mot qui commençait à arriver à mes oreilles à force de côtoyer cet environnement-là. C'était le mot Ironman. Et ce mot Ironman me revient une fois, deux fois, trois fois. Et à un moment donné, bon, je me dis, je vais aller voir mon meilleur pote, je vais voir Google, mon ami Google. Et Google, il me dit qu'un Ironman, c'est 3 km 8 de nage, c'est 180 km de vélo et un marathon. Et là, je fais waouh. Ah ouais, mais là, c'est ok, là, c'est haut, là, c'est balèze. Moi, je sais pas nager, enfin, je nage que vulgairement à la brasse. J'ai pas de vélo et je fais que courir. Donc là, ouais, j'ai envie de le faire, mais là, je me dis, enfin, je trouve pas les solutions. Je vois pas comment je peux faire. Et ça se perd un peu dans ma tête et je reprends mes courses à pied, mes footings et là mon Ironman il revient et là je fais bon les stop là faut que j'aille voir ce que c'est quand même, faut que j'aille voir sur le terrain et donc on est en 2008 ou 2009 donc je suis à la caserne chez les pompiers, je suis de garde, j'ai mon bip qui est à ma ceinture et je vais sur le site Ironman de France pour m'inscrire à l'Ironman de Nice. Et moi, j'étais habitué à dépenser 30, 50, 150 euros pour les courses les plus prestigieuses en course à pied. Et là, je valide tout ça, et j'arrive au moment de payer. Et là, il m'annonce, je crois, 550 euros. Et moi, je suis en plein dans mes investissements immobiliers, tout ça, et je peux pas me permettre de mettre 550 euros dans une discipline où je suis même pas entraîné, c'est même pas ma discipline, le triathlon. Et là, je réfléchis, enfin, j'ai peur. Et j'ai mon bip qui sonne. Voilà, j'ai mon bip qui sonne et je pars sur intervention. J'éteins l'ordinateur et tout et ça part et ça sort de mon esprit, ça sort de ma tête. Et ça revient, je crois que 6 mois, 1 an plus tard. Entre temps, voilà, j'ai continué d'entendre ce mot et là, j'ai mûri aussi. Et là, 6 mois, 1 an après, je me retrouve pareil à la caserne, à plaisir, de garde, mon bip d'intervention à la ceinture. Je suis sur le même ordinateur, même chaise, même endroit. Et là, bon, là, je connais le prix cette fois-ci. Donc, cette fois-ci, j'ai plus d'excuses. Entre-temps, j'ai toujours pas appris à nager, j'ai toujours pas de vélo, mais je fais c'est pas grave. J'en ai marre, en fait, d'entendre des gens faire des Ironman, entendre ce mot, et j'ai envie d'aller voir de moi-même, savoir si je suis capable de le faire, quoi. J'ai pas envie qu'il y en a qui me disent non, toi, tu peux pas le faire parce que t'as pas de vélo, tu sais pas nager. Et je fais non, c'est pas toi qui décideras si je suis capable ou non, c'est le terrain qui va décider. Et j'y vais et je m'inscris et voilà une grosse bouffée de chaleur, de peur. Et là, je fais bon maintenant, voilà, faut que je prenne mes responsabilités. Donc, je vais essayer de me renseigner sur les vélos, quel vélo pour s'acheter, à quelle taille. Enfin, j'y connais rien du tout. Je pars de zéro. J'en parle à personne. Et quelques mois plus tard, là, on est à 5 mois avant la compétition. Donc, je m'étais inscrit tardivement. Et dans ma chambre à la caserne, dans ma chambrée à la caserne, il y avait l'un de mes meilleurs potes à la caserne qui faisait du triathlon et qui avait un niveau national. Un fameux Rémi Pencrash. Rémi, si tu regardes l'interview, je te fais la bise. Et un jour, on part sur intervention tous les deux et fièrement, avec un grand sourire, il me fait, tu sais, Goulven, je vais me préparer comme un enculé, pour reprendre ces termes, et dans 2 ans, je vais m'inscrire à l'Ironman de Nice. Et là, je le regarde et je fais, je peux plus lui cacher maintenant. Et là, je fais, écoute, Rémi, moi, je le fais cette année. Et là, il me regarde et il m'insulte de tous les noms d'oiseaux. Il me fait, mais c'est pas possible. De toute façon, tu sais même pas ce que c'est un Ironman. Tu sais même pas nager, t'as pas de vélo. Je lui fais, oui, ça, je le sais. Merci de me le rappeler, mais ça, je le sais. Mais je vais bien le faire. C'est le 26 juin. Je lui dis les distances et tout. Il me fait, mais t'es vraiment baisé. Il me fait, mais c'est n'importe quoi. Tu n'y arriveras pas. C'est pas possible. Je fais, on verra bien. Hein. Je vais aller sur le départ, sur la ligne d'arrivée. Et après, c'est la course qui dira si j'y arrive ou pas. Et c'était une période où je faisais encore des combats, parce qu'avant le triathlon, j'ai fait beaucoup de combats en karaté, boxe taille et full contact. Et en fait, moi, j'avais identifié chez moi, parce que je suis quelqu'un qui me connaît parfaitement aujourd'hui, et je savais que je n'étais pas capable de m'entraîner 4 mois à nager et 4 mois à faire du vélo. En fait, je voulais m'entraîner dans la continuité de la course. Et en fait, les deux mois qui ont précédé mon inscription, j'ai continué à m'entraîner les après-midi à la caserne, à réviser mes gammes de boxe, à taper des heures et des heures sur un sac de frappe. Et il y avait ce fameux Rémi qui venait en sport avec moi et qui me chambrait, qui me disait, mais si tu crois que c'est en tapant sur ce sac que tu vas être finisher de l'Ironman, mais tu te trompes complètement. J'ai fait, écoute Rémi, c'est ma prépa, je me connais, voilà, j'ai besoin de personne et je sais que je vais y arriver comme ça.
Et le jour arrive, le jour J arrive, je me vois encore débarquer avec mon vélo tout seul à Nice, perdu. Et j'arrive pour retirer mon dossard. Et là, c'est une bonne femme qui est là, qui délivre les inscriptions. Elle me donne plein de papiers, des sacs, en veux-tu, en voilà. Et là, je lui fais, on arrête tout. Là, je fais, expliquez-moi tout, parce que là, il y a trop de choses d'un coup, là. Et elle me regarde, elle me fait, vous inquiétez pas, c'est comme un triathlon. Et là, je la regarde, je fais, mais j'ai jamais fait de triathlon. Et là, elle me regarde, elle me fait, ah ouais, bon, je vais tout vous expliquer de A à Z. Voilà. Et la finalité de tout ça, pourquoi cette histoire, pourquoi c'est en fait ce que je veux vous raconter, c'est la morale de cette histoire, c'est que déjà d'une part je l'ai terminé et ce fameux Rémi, il a été vraiment fier de moi et au lieu de faire l'Ironman qu'il avait prévu de faire dans 2 ans, grâce à cette victoire, le fait que j'ai réussi à le terminer, il a fait ça l'année qui a suivi. Donc voilà, il a été suffisamment intelligent pour voir qu'au final, il s'était trompé et que c'était possible. Et la morale de l'histoire, c'est surtout ça le plus important, c'est que si j'avais écouté la société, parce qu'il faut savoir qu'en fait, 5 ans après, je fais champion du monde d'ultra triathlon. Et si j'avais écouté la société, en fait, la société m'aurait privé de ce titre mondial. Donc voilà. Pareil pour l'immobilier, si j'avais écouté la société, je n'aurais pas écrit mon livre, je ne serais pas la personne que je suis devenu aujourd'hui. Donc, si vous avez un projet, quel qu'il soit, déjà apprenez à vous connaître, savoir ce que vous êtes capable de faire ou non par rapport à votre situation financière, familiale, professionnelle, personnelle, financière et compagnie. Et à partir du moment où un projet vous anime, vous l'avez dans les tripes, vous l'avez dans le ventre, faites-le. Vous avez même pas imagination de l'arc-en-ciel qu'il peut y avoir derrière, de la magie, que la magie peut, de toute cette magie que peut vous offrir cette vie. Bien sûr que dans tout ce que j'ai fait dans l'immobilier ou dans le sport, il y a eu plein de galères, il y a eu des pleurs, il y a eu plein de choses qui ont été difficiles à gérer, mais à côté de ça, c'est rien par rapport à toute la magie qu'aujourd'hui la vie a pu m'apporter. Mais si toute cette magie, j'ai pu le recevoir, c'est que tout simplement, je suis passé à l'action. Voilà. Eh ben, ça c'est du mot de la fin. Merci Goulven. En tout cas, un grand merci pour tous les précieux conseils et retours d'expérience que tu nous as partagés. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent te suivre? Ouais, donc s'ils veulent me retrouver, il y a plusieurs plateformes. Il y a mon blog immobilier www.businesschallenge.fr, tout attaché. J'ai un blog sport aussi, mais qui est devenu obsolète, c'est www.sportchallenge.fr. Il va être normalement d'ici quelques mois, on va dire cet été, parce que c'est pas ma priorité actuellement, mais on va dire pour les beaux jours, il sera opérationnel. Enfin, il est toujours actif mon blog sport, mais j'ai arrêté de l'alimenter, ça fait déjà 3 ans à peu près. Ça et ma chaîne YouTube, Goulven Tristan, et Facebook, Goulven Tristan. Voilà, c'est pas mal déjà. Ok, super, parfait. Et surtout, je vous conseille aussi de lire son livre que je vous recommande. Le lien sera également dans la description. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Vous connaissez la chanson. Si ça vous a plu, un petit like, abonnez-vous à la chaîne, mettez vos commentaires et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo 100% belge. À bientôt, Goulven. Salut Odi, bye bye.